Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons aborder le cœur du sujet, c'est-à-dire les grandes découvertes européennes au XVe et XVIe siècle. Alors, la fois précédente, nous avons vu que l'Empire ottoman contrôlant le bassin méditerranéen, cette route de la soie qui va du nord de l'Inde et de la Chine jusqu'à l'Europe, passe forcément par l'Empire ottoman. Les Européens donc, qui ont de mauvaises relations avec l'Empire ottoman, donc les Habsbourg notamment, qui contrôlent l'Espagne puis le Portugal, eh bien vont essayer de trouver de nouvelles façons de rejoindre les Indes. Alors on parle d'Inde au pluriel à cette époque parce que les Indes en fait ça signifie la partie la plus à l'est de l'Asie, c'est-à-dire l'Extrême-Orient. Et alors là, deux possibilités. Soit vous faites comme les Portugais, en rouge, c'est-à-dire vous contournez l'Afrique et par cabotage, c'est-à-dire sans jamais trop vous éloigner des côtes, vous arrivez comme ça par petits sauts à aller jusqu'à l'Inde. Ou alors, vous êtes un petit peu plus ambitieux, vous avez le goût du risque, vous partez vers l'ouest et partant du principe que la Terre est ronde, ce que les hommes savaient à cette époque, vous dites bien que vous finirez par retomber un jour ou l'autre sur l'Asie. Ça, c'est l'option prise par Christophe Colomb et l'Espagne pour laquelle il travaillait. Alors, il faut savoir que déjà la représentation du monde à la fin de l'époque médiévale, c'est ça. Donc là, on ne se repère pas trop. Alors, on se repère d'autant moins qu'à cette époque, il était de coutume de mettre l'Est en haut, alors que nous, la Convention veut que nous mettions généralement le nord en haut de la carte. Et bien là, la carte est tournée vers l'Est. L'Est, c'est là où il y a Jérusalem et le paradis terrestre dans l'optique catholique. On reconnaît ici Adam, Ève, tout nus, les coquins, en train de manger du fruit de l'arbre défendu. Coquins aussi. Donc là, on reconnaît Jérusalem, la mer Méditerranée, bref, ce sera peut-être un petit peu plus facile si déjà je vous mets le nord en haut. Donc voilà, pour les hommes du Moyen-Âge, le monde c'est ça. L'Europe, l'Afrique, on reconnaît ici le delta du Nil, et l'Asie. Alors là, l'Asie c'est gros folklore. Bon, pour le reste aussi, vous me direz. Donc effectivement, quand on se dit que ça c'est la représentation du monde, on part pas gagnant pour faire de l'exploration. Alors fort heureusement, eh bien, il y a des progrès qui vont rendre finalement ces découvertes possibles. Des progrès technologiques. Je pense à la caravelle, un navire beaucoup plus maniable qui va permettre d'aller plus loin. Ou l'astrolabe qui permet, grâce aux étoiles, de mieux se repérer. Ou enfin la cartographie. Les cartes se font plus précises et ça, c'est quand même assez indispensable quand on fait de la navigation. Vous avez une carte catalane, là, vers 1450, on voit quand même que pour ce qui au moins relève du pourtour méditerranéen, c'est plutôt précis. C'est plutôt précis, et on voit que pour les côtes africaines, ça va à peu près jusqu'au golfe de Guinée, et après, c'est du gros n'importe quoi, parce que, eh bien, ils ne connaissent pas, donc ils laissent parler plutôt leur imagination. Ça, c'est fascinant d'étudier les cartes de l'époque parce qu'en fait, en voyant au premier coup d'œil ce qui est à peu près bien décrit, vous pouvez en déduire l'origine du cartographe. Et là, on voit bien que ce qui est à peu près précis, c'est surtout la péninsule ibérique et cette partie-là de la Méditerranée. Encore que la mer Noire, ils s'en sortent pas trop mal. Mais on voit bien que le sud de l'Afrique, personne n'y allait pour le moment. Et d'ailleurs, ils étaient convaincus que le sud de l'Afrique était relié à cet immense continent qui serait aujourd'hui l'Antarctique. Bon. Alors, première nouveauté, là, vous voyez qu'ils avaient pris l'habitude de représenter l'Afrique, et en fait, l'Afrique leur semble plus grande qu'elle était en réalité, elle dépasse. Alors, pourquoi la faire dépasser là? Eh bien, pour bien souligner qu'il peut être possible de contourner l'Afrique par voie maritime. Sinon, ils auraient pu juste l'arrêter ici, ça aurait pas été. Mais là, ils ont envie de montrer, regardez, nous avons trouvé qu'il est possible de contourner l'Afrique et d'aller dans l'océan Indien par voie maritime. Et ça, c'est rendu possible par un explorateur portugais. Cet explorateur portugais, c'est Bartolomeu Dias, et c'est le premier qui, en 1487-1488, navigue jusqu'au cap de Bonne-Espérance, au sud de l'Afrique. Et ainsi, il découvre qu'il est possible de contourner l'Afrique par le sud et donc d'aller en Inde par voie maritime. Voilà son voyage aller-retour.
Ensuite vient Vasco de Gama dans la continuité. Lui, eh bien, il ne fait que continuer le travail de Bartolomé Diaz. Il est le premier à rejoindre l'Inde par voie maritime. On est en 1498. Et vous voyez qu'il s'arrête à plusieurs reprises sur son trajet. Et que du coup, pour rendre ce voyage possible, les Portugais ont construit tout un tas de comptoirs le long du continent africain. Ce sont des sortes de ports fortifiés où finalement ils viennent racheter de la nourriture, refaire le plein d'eau, de marchandises avant de repartir un petit peu plus loin. Donc pour les Portugais, l'enjeu c'est contourner l'Afrique par cabotage, c'est-à-dire on navigue le long des côtes, on s'en éloigne jamais trop, on les garde en vue si jamais ça se passe mal, et de cette façon-là, on arrive à aller jusqu'à l'Inde. Vous avez là les voyages portugais, et on voit qu'ils contrôlent progressivement, finalement, à la fin du XVIe siècle, les côtes. Et même s'ils peuvent se trouver des îles au large de l'Afrique comme Sao Tomé ou le Cap-Vert, ça leur va encore mieux, ou les Canaries. Hein. Mais de cette façon-là, finalement, ils sont présents un peu partout sur le pourtour des côtes africaines et ça leur permet ainsi d'accéder à l'Inde et de contourner cet empire ottoman qui est représenté ici en vert. Alors pour les Espagnols, un peu plus d'ambition, de risque, c'est on part vers l'ouest et on va bien tomber sur quelque chose. Et celui qui a eu cette idée folle, c'est Christophe Colomb. Alors fort heureusement, Christophe Colomb pensait que la Terre est plus petite qu'elle ne l'est en réalité. Parce que imaginez qu'il n'y ait pas de continent américain, arriver aux Philippines ou au Japon en partant d'Espagne, ça fait quand même une très longue traversée. L'équivalent de tout l'océan Atlantique, tout l'océan Pacifique, plus l'équivalent de l'Amérique qui serait recouvert par un océan. Donc il n'y avait pas de continent américain. Christophe Colomb, il est 20 000 lieues sous les mers en train de nourrir les poissons, quoi. Donc fort heureusement, il s'est trompé finalement dans l'estimation des distances. Et ce nouveau continent qu'il a découvert, lui, il était convaincu qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau continent, mais que c'était juste finalement des îles au large du Japon qu'il a découvert. Hein. Mais lui permettent finalement de toucher pied à terre et de trouver finalement de nouveaux territoires. Alors, on le voit sur cette illustration-là, son expédition est soutenue par les rois d'Espagne, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. N'oubliez pas, nous sommes en 1492 au moment de son expédition. La Reconquista s'achève, donc il n'y a plus de musulmans en Espagne. Et à partir de là, les rois catholiques d'Espagne veulent étendre leur influence et étendre la religion, d'où le fait que dans les représentations, on voit que la croix du Christ n'est jamais très loin, finalement, de l'ambition colonisatrice de Christophe Colomb. Alors Christophe Colomb s'y est rendu à 4 reprises. Et d'ailleurs, lors de ses 3 premiers voyages, il n'a fait que découvrir les Caraïbes finalement. D'où l'idée que pour lui c'était quelques îles au large du Japon. Ce n'est que lors du 4e voyage qu'il touche un petit peu l'Amérique centrale, et encore de manière très marginale. Donc il serait très exagéré de dire que Christophe Colomb a découvert les Amériques. Non, il a découvert une nouvelle route. Une route occidentale, c'est-à-dire qui va vers l'ouest, et qui, plusieurs décennies plus tard, ont été finalement reconnus en tant que nouveau continent. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les habitants des Amériques ont été appelés les Indiens, parce que Christophe Colomb, lui, était convaincu d'être arrivé en Inde. D'où cette idée assez ridicule qu'il y a des Indiens en Inde et des Indiens en Amérique. Mais ça montre finalement le regard complètement faussé de ces Européens qui étaient omnibulés à l'idée de trouver les Indes, parce qu'ils étaient avides de mettre la main sur les richesses de la route de la soie. Alors, deuxième grand explorateur espagnol, Ferdinand Magellan, qui est le premier à avoir initié un tour du monde. Alors, pourquoi on dit qu'il a initié ? Parce que lui, ce tour du monde, son équipage l'a terminé, mais pas lui. Lui, il a eu la mauvaise idée de se faire tuer aux Philippines. Et c'est donc Elcano. C'est pour ça que parfois on parle de l'expédition de Magellan-Elcano. Et effectivement, c'est plus juste parce que c'est Elcano qui a achevé cette expédition. Qui est la première à avoir fait le tour du monde. Et ainsi, bon, on prouve par A plus B que la Terre est ronde. Parce que si vous partez vers l'ouest et que vous revenez vers l'est, c'est bien que vous avez fait un tour sur vous-même.
Et surtout, ça permet d'avoir une vision quand même beaucoup plus précise du monde, à savoir quand même que Magellan passe à proximité de l'Océanie, mais ne découvre pas cet immense continent qui sera découvert beaucoup plus tard. Si on regarde sur les cartes, on voit qu'il y a énormément de travail qui est fait au niveau de la cartographie. Alors attendez, je vais vous montrer ça. C'est-à-dire si on va de cette carte qu'on a vue là précédemment, 1498, on voit qu'avec Christophe Colomb, un nouveau continent apparaît. Puis que ce nouveau continent commence à se préciser, à part finalement l'Amérique du Nord, on a quelque chose là d'assez précis. Mais on a cette grande inconnue encore, qui est l'Océanie. Bon, et pour l'Antarctique, on a uniquement cette petite partie-là, on voit aussi que c'est quand même relativement méconnu. Et là encore, sur cette carte de Mercator, on a quand même beaucoup d'imprécisions. Alors, revenons à nos amis, et donc à Magellan, qui a la mauvaise idée de se faire tuer aux Philippines, mais qui a quand même initié le premier tour du monde. Donc en quelque sorte, si on résume, l'Espagne part vers l'ouest, quand les Portugais partent vers l'est en contournant l'Afrique, donc deux stratégies très différentes. Les Portugais longent les côtes, alors que les Espagnols vont en haute mer pour trouver de nouvelles terres. Mais celui qui rafle un petit peu la mise, en quelque sorte, c'est un Italien, Amerigo Vespucci, qui est un explorateur, mais surtout un cartographe, qui est le premier, lui, à établir que ce nouveau monde est un nouveau continent. Et alors, comme il était pas forcément très modeste, le bonhomme, il s'est dit, bah, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler comme moi, je lui ai donné mon prénom, Amerigo, Amérique. Donc voilà, l'Amérique s'appelle ainsi du nom de Amerigo Vespucci. Voilà. Imaginez s'il avait donné son nom de famille, quoi. La Vespucci Land, la Vespucci Patrie, je sais pas, ça aurait été assez comique. Bon, bref, il a appelé ça l'Amérique, du nom finalement de son prénom. Et ça montre que du coup, il y avait des explorateurs autres que espagnols et portugais. Les Italiens étaient un peu présents, les Anglais, et même très tardivement, les Français. Alors pourquoi les Français sont-ils allés si tardivement à la conquête de ces territoires? Eh bien parce que leur alliance avec l'Empire ottoman, finalement, rendait moins indispensable le fait de trouver cette autre route maritime. Mais ce qui va mettre par contre en colère les Français, c'est ça, c'est ce partage du monde entre Espagne et Portugal. Alors, ce nouveau monde, il est partagé lors de deux traités qui ont été approuvés par l'autorité suprême au sein de la chrétienté à cette époque, qui était le pape. Alors le pape y avait tout intérêt parce qu'il considérait que pour lui c'était une façon finalement d'étendre la foi catholique. Donc il soutenait ce mouvement de découverte et de colonisation en échange d'une christianisation forcée des populations locales. Ce que l'on étudiera beaucoup plus en détail au prochain cours. Et alors si je résume, il y a deux traités. Le premier c'est le traité de Tordesillas, à gauche, qui finalement, enfin à gauche, mille excuses, à l'ouest. Donc le traité de Tordesillas, à l'ouest, va offrir quasiment toute l'Amérique aux Espagnols. Et les Portugais ne possèdent finalement qu'une petite partie du Brésil. Donc le traité de Tordesillas à l'ouest donne la quasi-totalité de l'Amérique aux Espagnols, le Brésil au Portugal. Et pour le traité de Saragosse à l'est, c'est l'inverse. L'Afrique et les Indes sont confiés aux Portugais, et ce qui est normalement à l'est de cette ligne est aux Espagnols. On voit qu'à l'est de cette ligne, il n'y a pas grand-chose. En fait, il n'y a rien de connu, parce qu'ils n'avaient même pas connaissance de la Nouvelle-Zélande. Donc finalement, remarquant qu'ils se font un petit peu avoir, les Espagnols vont quand même récupérer le territoire le plus à l'est, c'est-à-dire les Philippines. Donc on voit même que, y compris par les Portugais et les Espagnols, ces traités n'ont pas été trop respectés parce que le Brésil a un petit peu débordé à récupérer, le Portugal a récupéré un petit peu plus que juste la côte nord-est du Brésil. Et de même, les Espagnols vont récupérer les Philippines, estimant que de toute façon, les Portugais ont déjà largement de quoi faire ici. Mais vous remarquez qu'il y a quand même de gros absents là. La France, l'Angleterre. Et la France et l'Angleterre ne vont pas du tout accepter ce partage du monde et vont aussi lancer leurs propres explorations. Jean Cabot en 1497 pour l'Angleterre,
Jacques Cartier en 1534 pour les Français, donc beaucoup plus tardivement. Et la particularité de la France et de l'Angleterre, c'est de se focaliser sur l'Amérique du Nord. Il y a eu très peu d'établissements de colons en Amérique du Sud. Il y en a eu quelques-uns, par exemple au Brésil, des Français en 1555, mais c'était des protestants et je soupçonne le pouvoir royal de l'époque d'avoir envoyé ces Français-là au Brésil en se disant s'ils s'établissent, tant mieux, ça nous fait une colonie là-bas. S'ils se font repousser et massacrer par les Portugais, eh bien on se sera toujours débarrassé de ces protestants, tant mieux aussi, parce que c'est ce qui s'est passé effectivement. Donc, quoi qu'il en soit, on voit que cette ouverture du monde offre des opportunités politiques, économiques pour les puissances européennes, que dans l'esprit des Européens, soudainement, le monde s'élargit. Ils réalisent que le monde est beaucoup plus important, beaucoup plus grand qu'ils ne le pensaient jusque-là. Et très rapidement, les Européens vont rentrer en concurrence pour l'exploitation de ces richesses. Et ça ne veut pas être sans conséquences sur les peuples colonisés, notamment les populations amérindiennes. Je pense aux empires aztèques, aux empires incas. Mais tout ça, c'est ce dont on parlera à la prochaine vidéo, qui s'intéressera finalement à la rencontre des deux mondes, à comment s'est fait ce processus de colonisation qui a été quand même extraordinairement violent, les conséquences sur l'Europe, les conséquences surtout sur les Amériques, et en essayant de terminer finalement ce chapitre en donnant la voix aux vaincus, ce qu'on fait rarement en histoire, mais finalement en s'interrogeant sur quelle est la mémoire que gardent de cet événement les descendants des populations amérindiennes, c'est-à-dire les Indiens d'Amérique. Sur ce, travaillez bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo d'histoire portant sur les grandes découvertes.